Voyager, ce n'est pas aller loin, c'est apprendre à regarder autrement. Commençons par le port de Plaisance. Et là-bas, à quelques dizaines de mètres à peine, la raison principale de notre venue, les fameuses galeries de la Marina. Ces façades de verre qui ont valu à A Coruña son surnom de ville de verre ou de la Corogne cristalline. Maria Pita, c'est la place la plus importante de Galice, dit-on. Maria Pita, c'est cette femme de la fin du XVIe siècle devenue héroïne nationale pour avoir repoussé, dit la légende, l'envahisseur anglais Francis Drake en 1589. Ouest galicien. Pendant des siècles, on l'appelait la fin du monde. Une mer d'eau sombre peuplée de monstres marins dans l'imaginaire des navigateurs antiques. Mais cette côte n'est pas qu'un cimetière. C'est un sanctuaire de mémoire jalonné de croix de pierre qui veille sur les âmes des disparus. Et c'est un théâtre de courage où des hommes, les percebeiros, défient chaque jour les vagues pour enraciner à la roche l'un des trésors les plus primés de la gastronomie galicienne, les pousse-pieds. Bienvenue sur la Costa da Morte. Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque histoire est un hommage. Le Cruzeiro de la Armada, sur le chemin de Fisterra, offre aux pèlerins leur premier vue sur l'océan. Un moment d'émotion intense. Et puis, il y a ces croix, plus modestes, éparpillées le long de la côte de Orocundo, près de Corme. Celles-ci sont les plus poignantes, car elles ne célèbrent pas un saint, elles pleurent des pesebeiros. Orocundo, un nom qui gronde comme la mer qui s'y fracasse. Cette côte réputée pour les percebes, les pousse-pieds, parmi les meilleurs de Galice, est aussi l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les exercer. Ici, sous ces rochers glissants, battus par les vagues, des hommes jouent leur vie à chaque marée. Et quand la mer gagne, quand une vague plus forte que les autres emporte un homme, on plante une croix. Elles sont là, disséminées sur la côte, témoins silencieux des drames. Peut-être que la mouette qui plane au-dessus est l'âme de l'un d'eux, libre enfin, survolant les vagues qui l'ont pris. Ces croix ne sont pas de simples monuments, ce sont des présences. Elles veillent sur ceux qui continuent le métier, sur ceux qui chaque jour descendent sur ces mêmes rochers en sachant que la mer ne pardonne pas. Être percebeiro sur la Costa da Morte, c'est exercer l'une des professions les plus dangereuses qui soit. Vêtu d'une simple combinaison en néoprène, armé d'un outil appelé feirira et d'un sac enfilé, ils descendent sur les rochers les plus exposés pendant les quelques heures de marée basse. Leur cible, le percébé, ce crustacé étrange en forme de doigt, qui pousse sur les rochers les plus battus par les vagues. Plus la mer est dangereuse, meilleur est le percébé. Ils étudient les vagues, leur rythme, leur puissance. Ils savent qu'une alerte jaune avec des vagues les plus de 4 mètres ne les arrête pas toujours. Ils doivent anticiper la série, cette vague plus forte qui arrive toujours. Et parfois, ils se trompent. Ce métier, c'est une lutte permanente entre l'homme et l'océan, une lutte inégale où le premier perd trop souvent. Sur la Costa da Morte, certains lieux concentrent en eux l'histoire tragique et la beauté dévastatrice de cette terre. Le Cabo Vilán est de cela. Ici, à la pointe la plus avancée de la commune de Camarinha, la mer a plus de pouvoir que la terre. Un cap imposant, des falaises de 100 mètres de haut et un phare mythique, le premier d'Espagne à avoir fonctionné à l'électricité. Le phare de Cabo Vilán se dresse sur un éperon rocheux à 125 mètres d'altitude. Sa lumière peut être vue jusqu'à 55 km au large. Le 15 janvier 1896, 6 ans après le naufrage du Serpent, le premier phare électrique d'Espagne est inauguré.
Une prouesse technique pour l'époque. La lumière était produite par un arc électrique entre deux électrodes de carbone. Avec sa tour de 25 mètres, il était l'un des plus puissants d'Europe. Et comment tu sais qu'ils pêchaient les crevettes et les crabes? Parce que j'ai discuté avec eux, Jacqueline, parce que moi je m'intègre à la société locale. D'accord. Et ils m'ont montré dans des poches ce qu'ils avaient, donc des crabes et des crevettes pour pêcher. Quelles crevettes? Des petites crevettes grises, comme des peties crevettes grises. Comme des crevettes grises, d'accord. Comme ça, voilà. Okay. Et les crabes, c'était quoi? Des petits crabes noirs, le crabe noir. J'avais jamais vu de crabe noir comme ça, mais... Ça, c'est une permaculture, là, c'est ça? Ouais, ouais. Très important, là. J'ai fait une vidéo hier soir d'en haut. Voilà, et là, on va bientôt attaquer. Enfin, c'est une ferme, quoi. Oui, mais ferme marine. Voilà, c'est une ferme marine. Ferme marine, voilà. Mais notre voyage ne s'arrête pas au phare. En repartant, prenez à gauche. Laissez-vous guider par ce chemin côtier qui serpente le long des falaises. C'est un sentier chargé d'histoire. Ici, pas de précipitation. On marche doucement, on écoute le vent, on regarde la mer. Car au bout de ce chemin, à quelques encablures seulement, nous attend un lieu de recueillement unique. Le Cemiterio dos Ingleses, le cimetière des Anglais. Mais avant de l'atteindre, des plages à couper le souffle vous attendent. À Pedrosa, Reira, Trece, de longues étendues de sable fin et blanc, des eaux cristallines aux reflets caraïbes par beau temps, des dunes sauvages, des rochers sculptés par l'érosion. C'est ici que les 3 rescapés du serpent furent jetés par les vagues. Aujourd'hui, on vient pour se baigner, surfer ou simplement contempler. Regardez cette eau, ce bleu. On a peine à croire qu'à quelques centaines de mètres de là repose un cimetière marin. C'est toute la dualité de la Costa da Morte. La mort et la vie, la tragédie et la beauté, le deuil et la lumière, inextricablement mêlés. Nous y arrivons. Ici repose l'équipage du HMS Serpent. C'était le 10 novembre 1890, le navire-école de la Royal Navy qui faisait route vers la Sierra Leone est pris dans une violente tempête au large du Cap Villan. Sur les 175 hommes d'équipage,
pour la plupart de jeunes cadets. Seuls 3 survivants sont jetés sur la plage de Tressé par les vagues. Pendant des années, les familles des disparus vinrent se recueillir ici, et les navires de guerre britanniques tiraient un salut en passant au large de cette côte. Après la mémoire tragique de Cabo Villane, la Costa da Morte nous offre un autre visage, celui de la consolation, de la foi et du mystère. Nous voici à Murcia, au sanctuaire de Nossa Senhora da Barca, Notre-Dame du bateau, un lieu unique, perché sur un promontoire battu par les vents, face à l'Atlantique infini. Ici, des siècles avant que le premier pèlerin ne marche vers Compostelle, les hommes venaient déjà. Ils vénéraient des pierres, observaient le soleil sombrer dans l'océan et croyaient que les âmes des défunts s'envolaient vers l'au-delà depuis cette côte sacrée. Puis vint la légende, celle de la Vierge Marie elle-même, arrivée par la mer sur un bateau de pierre pour réconforter l'apôtre Jacques, découragé par son échec à évangéliser les terres païennes. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins, leur chemin jusqu'ici, après s'être prosternés devant le tombeau de l'apôtre Saint Jacques. Ils marchent encore 4 ou 5 jours pour atteindre ce bout du monde, ce second kilomètre zéro du Camino. Mais le vrai trésor de Murcia n'est pas dans le sanctuaire, il est dehors, sur les rochers battus par les vagues. Car selon la légende, ces pierres ne sont pas de simples rochers, ce sont les vestiges du bateau de pierre de la Vierge. Approchez-vous, touchez ces pierres, chacune a un nom, une histoire, un pouvoir. La plus célèbre est la Pedra de Abalar, la pierre qui bouge, un énorme bloc de granit de plusieurs tonnes posé en équilibre sur le rocher. Si vous la poussez au bon endroit, elle oscille doucement, émettant un son grave, comme un gémissement de la terre. La tradition dit que si elle bouge sous vos mains, vous êtes pur de tout péché et qu'elle peut prédire les catastrophes. Le sanctuaire que nous voyons aujourd'hui a été construit au XVIIe siècle, dans un style baroque, sobre et puissant. Mais l'histoire du lieu est bien plus ancienne. Dès le XIIe siècle, un premier ermitage s'est levé ici, probablement sur l'emplacement d'un site de culte païen bien plus ancien. Car cette pointe rocheuse, Punta da Barca, est sacrée bien avant l'arrivée du christianisme. Le 25 décembre 2013, la foudre frappa le sanctuaire provoquant un incendie dévastateur. Le retable baroque, le toit, une grande partie de l'intérieur furent détruits. La douleur fut immense pour les fidèles. Mais la Vierge de la Barca, dit-on, protège les siens. Le sanctuaire a été restauré, rouvert en 2015. Il est aujourd'hui plus beau que jamais, symbole de résilience face aux éléments comme la foi elle-même. Et c'est ici, devant ces pierres, face à l'océan, que des milliers de pèlerins achèvent leur chemin. Car le Camino de Santiago ne s'arrête pas toujours à Compostelle. Depuis le Moyen-Âge, nombreux sont ceux qui prolongent leur route jusqu'à la côte, jusqu'à ce bout du monde que les Romains appelaient Finesterae. Juste au-dessus du sanctuaire, sur le mont Corpigno, se dresse une œuvre d'art poignante, Aferida,
La blessure, une sculpture de granit brisé, fendue comme une plaie ouverte dans la roche. Elle commémore la catastrophe du Prestige le 13 novembre 2002. Ce pétrolier vieillissant sombrait au large des côtes galiciennes, déversant des milliers de tonnes de fioul. Murcia fut l'une des communes les plus touchées. Les plages, les rochers, les oiseaux, tout fut souillé. Aferrida est le symbole de cette blessure toujours sensible. La déchirure de la roche évoque la coque du navire, la douleur de la mer, la division des communautés face à la catastrophe. Nous voici à Saint-Jacques-de-Compostelle, capitale de la Galice, aboutissement du Camino et l'un des 3 grands sanctuaires de la chrétienté avec Rome et Jérusalem. Une ville qui ne se visite pas comme les autres, une ville qui se gagne. La légende raconte qu'en l'an 813, un ermite nommé Pélage vit une étoile briller au-dessus d'un champ désert, le Campus Thalea, qui donnera son nom à Compostelle. On y découvrit ce que l'on pensait être le tombeau de l'apôtre Jacques le Majeur, venu évangéliser l'Espagne avant d'être martyrisé à Jérusalem. Et au cœur de tout, dominant la ville de sa présence massive, il y a elle, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Son architecture est un livre d'histoire. Romane à l'origine, elle s'est parée au fil des siècles de parures gothiques, Renaissance et baroque. Pénétrons à l'intérieur, laissez vos yeux s'habituer à la pénombre. La nef romane se déploie majestueuse et épurée, avec ses tribunes qui pouvaient accueillir des foules immenses de pèlerins. C'est le type même de la grande église du pèlerinage, sœur jumelle de Saint-Cernin de Toulouse. Voir le Botafumeiro, cet encensoir géant, est l'un des symboles les plus célèbres de Saint-Jacques. Pesant plus de 50 kilos, haut de 1,50 m, il est suspendu à une corde de 20 mètres dans le transept de la cathédrale. Mais Saint-Jacques, ce n'est pas que la pierre et la foi. C'est aussi une ville vivante, gourmande, où les sens s'éveillent après des jours d'ascèse. Le Mercado de Abastos est le ventre de la ville, un marché couvert typique, ouvert tous les jours sauf dimanche, où les Galiciens viennent acheter des produits frais. Ici, la mer est reine. Poulpe, coque, moule, couteau, poisson de roche, tout ce que la côte galicienne offre de meilleur. Les fromages d'Azuya ou Lao, les légumes des hortas, les empanadas encore chaudes. Et au cœur du marché, un petit restaurant où l'on peut faire préparer sur place ce que l'on vient d'acheter. C'est ici que l'on comprend que la Galice est aussi une terre de gastronomie et que les pèlerins, après des semaines de privation, peuvent enfin se récompenser. Après la pierre et la foi, après les kilomètres de marche et les cathédrales, le nord-ouest de l'Espagne nous offre une dernière escale plus légère, plus gourmande. Bienvenue à Ogrove, cette presqu'île de la province de Pontevedra, reliée au continent par un mince cordon de sable, est l'un des sanctuaires gastronomiques de la Galice. Ici, la mer n'est pas une menace, elle est un jardin, cultivé avec soin depuis des générations. Moules, huîtres, coquilles Saint-Jacques, ces coquillages qui font la fierté de la Galice poussent ici, sous nos yeux, sur des structures que les marins du coin appellent des bateas.
C'est l'heure. Nous embarquons au port d'Ogrove à bord d'un catamaran, prêt à sillonner les eaux calmes de la Ria. Le bateau glisse doucement, quittant le tumulte du port pour le silence des parcs à coquillages. Le guide nous explique en espagnol et en anglais l'histoire de cette culture millénaire. Comment, depuis des siècles, les hommes ont apprivoisé cette mer pour en faire un jardin nourricier. Más de un año y ya te he olvidado. Me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Nous approchons des batéas. À la surface, cela ressemble à une simple plateforme de bois, mais le véritable spectacle est sous l'eau. Car sous chaque batéa, c'est une forêt suspendue qui s'épanouit. Des cordes de plusieurs mètres de long, plongeant dans les profondeurs, couvertes de milliers de moules accrochées les unes aux autres en grappes serrées. Le cycle est fascinant. Les moules naissent au large, portés par les courants. Les conchiculteurs récoltent ces larves, le cide, et les fixent sur des cordes qu'ils suspendent au batéa. Là, dans ces eaux riches en plancton, nourries par les courants et protégées par des tempêtes par la configuration de la ria, elles grandissent pendant des mois jusqu'à atteindre la taille parfaite pour la dégustation. Les huîtres, plus délicates, demandent d'autres soins. Parfois cultivées dans des sacs suspendus ou posées sur le fond, elles filtrent l'eau patiemment, développant cette saveur iodée et minérale qui fait leur réputation. Quant aux coquilles Saint-Jacques, emblème du pèlerinage de Compostelle, elles aussi trouvent ici un terrain de prédilection pour leur croissance. Le voyage ne s'arrête pas ici, il continue ailleurs, là où le regard se pose à nouveau.